Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Quand je serai grand, je veux être colonel. Elsa est une personne qui m'a toujours beaucoup impressionnée. J'ai vu plusieurs des pièces qu'elle a créées et j'ai été époustouflée. Pour moi, elle représente la personne passionnée qui a toujours un projet en route. Lorsque je l'ai revue par hasard et qu'elle m'a parlé de ses études dans le travail social, étrangement, ça ne m'a pas forcément étonnée. Je trouvais cette redirection plutôt cohérente avec sa personnalité. Enfin, je parle de redirection, mais Elsa n'a rien enlevé à son parcours, mais elle a plutôt rajouté des choses. Vous vous en doutez, j'étais sur ma faim et j'avais envie de comprendre comment elle en est arrivée là. C'est la raison pour laquelle je l'ai invitée au studio pour parler de son parcours. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 25 ans et je suis comédienne, metteur en scène et actuellement en études de travail social. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'était ton rêve quand tu étais petite ? Devenir comédienne. J'ai grandi dans une famille de comédiens et depuis petite c'était la suite logique. J'ai commencé les cours de théâtre très tôt et ça m'a plu et donc je me suis dit c'est ça, c'est mon chemin. J'ai suivi le parcours scolaire obligatoire. En sortant du cycle, je me suis dirigée vers les arts appliqués parce que j'avais un appel quand même pour l'art de manière générale. Et là-bas, je me suis rendu compte que l'art plastique n'était absolument pas mon chemin. Déjà, moi, je voulais faire de l'illustration pour enfants. Je suis rentrée dans une option qui s'appelait illustration-narration à l'époque, qui a changé de nom parce qu'en fait, on faisait du graphisme. Et j'ai découvert le graphisme qui me sert encore aujourd'hui. Je travaille parfois en tant que graphiste, mais en fait, à l'école, on nous a beaucoup expliqué ce qu'était ce travail-là. Et au-delà des aspects sympas de faire des affiches de concerts, des couvertures de livres, étiquettes de vin ou autre, il y avait quand même une grosse part de marketing et de commerce et de comment créer le besoin chez le client. Et ça, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes. J'étais petite, donc j'ai pas su formuler les choses aussi clairement que maintenant, mais je pense qu'il y avait un questionnement autour de la surconsommation, de la société dans laquelle on est, qui me posait un peu problème. Et en plus, on faisait très très peu d'illustrations. C'est la raison numéro 1 des changements de voie. Le manque de sens dans sa carrière. Lorsqu'on se rend compte qu'on bosse 40 heures par semaine dans un domaine qui ne correspond pas à nos valeurs, c'est extrêmement douloureux pour de nombreuses personnes. À ce moment, changer de voie devient une délivrance. Surtout si ce sont des branches extrêmement prenantes en termes de travail. Cette école demande un investissement énorme, surtout quand t'es pas extrêmement doué en dessin, ce qui était mon cas. C'était pas instinctif, j'ai eu beaucoup de travail à faire. Et c'était trop d'investissement par rapport à l'amour que j'avais pour ce métier qui était en fait assez moindre. Finalement, avec le recul, tu te rends compte que c'était une passion un peu transitoire, mais pas forcément ce que tu voulais faire de ta vie. Oui, tout à fait. Ça me sert encore maintenant en tant que metteur en scène pour faire des dossiers, tout ça. Donc j'ai appris à utiliser InDesign, enfin beaucoup d'outils graphiques qui me servent dans d'autres professions. Mais j'ai pas envie d'être graphiste en fait, c'est pas pour moi. Et j'étais pas assez douée aussi. Il y a énormément de graphistes qui sortent de cette école par année. Et vraiment, je sortais pas du lot. Il fallait être réaliste aussi. Ah, donc il y a quand même ce truc aussi de concurrence qui est rentré. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit trouver sa voie et puis son futur métier. Mais il y a plein de critères comme le fait que ça te plaise, mais tu as aussi ce critère de concurrence. Et est-ce que tu seras plus doué que les autres ? Oui, c'est ça. Et c'était clairement pas le cas pour moi, même si j'étais pleine de bonnes intentions. Voilà, je voyais les autres personnes de ma classe se débrouiller hyper bien. Pour moi, pour arriver au même résultat qu'eux, ça me demandait des heures et des heures de boulot à la maison. Et le théâtre me manquait beaucoup aussi. J'avais plus le temps de faire du théâtre à côté. Donc, ça n'avait plus de sens de donner tout cet investissement-là. Et puis, j'ai fait je pense, une dépression. J'ai commencé une thérapie, etc. Puis, en fait, les choses n'avaient plus de sens, vraiment. Je me levais le matin, j'allais fixer l'école, je séchais les cours, première fois de ma vie que je sèche des cours. Il n'y avait plus de passion là-dedans. Il n'y avait plus. J'avais du plaisir à dessiner, le cours de photo me plaisait beaucoup, mais j'avais pas la niaque pour cette école-là. Elsa rassemble les critères du burn-out.
un surménage et une perte de sens dans ce qu'elle fait. Elle se dit elle-même en dépression, alors je décide de rebondir sur une période plus joyeuse de sa vie, le théâtre. Comment est-ce que ça a été ces retrouvailles ? J'ai fait l'ECG, École de culture générale, en option théâtre, parce que j'ai appris que ça existait. Très peu de gens le savent, mais c'est super. Je conseille à tous les futurs comédiens de faire ça. Je suis rentrée directement en 2e année, et donc j'avais à peu près 10 heures de théâtre par semaine, en plus des cours de culture G. On avait de la mise en scène, on avait du jeu. Je suis tombée sur un prof trop chou qui nous faisait faire du yoga. Moi, ça me parlait beaucoup aussi. Du coup, c'était bien de rester entre deux, de garder quand même des cours plus de maths et des choses un peu plus classiques, mais d'un autre côté assez nécessaires avec le théâtre. Oui, alors moi j'ai des parents du coup comédiens qui connaissent très bien la réalité de ce milieu et la concurrence et la difficulté d'être intermittent du spectacle. Pour eux, c'était important que si je me dirige vers cette voie-là, je puisse avoir quand même au moins un papier de l'ECG, au moins une matu, avant de me lancer dans des écoles de théâtre professionnelles. Ils savaient que j'allais pas faire le collège, je pense qu'ils l'ont su très tôt. Tu n'étais pas très intéressée par... Non. En fait, je m'en sors bien à l'école, mais je suis absolument pas scolaire, j'ai pas de plaisir. Je suis très fâchée contre le système scolaire pour beaucoup de choses. Donc ça, je pense qu'ils l'ont perçu assez tôt et ils m'ont dit, oui, fais du théâtre à fond, vas-y, on va pas te dire non, c'est notre passion, on peut la comprendre. Par contre... fais les choses bien pour pouvoir t'assurer potentiellement un second métier, parce qu'ils sont aussi travailleurs sociaux à côté. Ou voilà, au moins d'avoir une possibilité pour plus tard faire autre chose. Enfin, il y avait quand même une base scolaire qui était nécessaire à leurs yeux. Et je pense que je suis assez contente de l'avoir fait. Et en plus, le CG était hyper fun. Enfin... Non, c'est vrai que je crois que pour tout métier artistique, on est toujours un peu rassuré quand il y a un backup plan. Oui. Pour aussi tout simplement si... Est-ce que je sais pas si tu as eu cette peur aussi qu'à ce moment ça te plaise plus? Non. Non, c'est jamais arrivé. Ça m'est tombé dessus plus tard. Mais à ce moment-là précis, non. C'était la suite logique. C'était vraiment mon objectif est d'être comédienne. Je vais faire ça. Donc tu as fait tes 3 ans de CG. Et à ce moment-là, c'était l'époque des écoles de théâtre professionnelles. C'est ça. Donc, il faut savoir, en quelques mots, le CG, c'est 3 ans, on a un diplôme qui ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. Et ensuite, on fait une 4e année de matu. Donc, par exemple, si on fait le CG en social, il y a 3 ans, on obtient un diplôme en social. Puis après, la 4e année de maturité, c'est une année de stage. Donc, pendant une année, ils sont dans des institutions. Et puis, ils ont un travail de matu à faire, ce qui leur permet d'entrer plus tard à la haute école en travail social. Okay. Sauf que faire des stages en théâtre, ça n'a pas vraiment de sens. On peut trouver des assistanats de mise en scène, des choses comme ça, mais c'est un peu plus complexe. Donc pour nous, la 4e année, c'était une année en école pré-professionnelle, donc en école de théâtre, mais dans un cursus pré-pro, ce qui nous permet de continuer de travailler le jeu et tout ça, et surtout de préparer nos concours pour les écoles professionnelles de théâtre. Quand j'ai terminé le CG, donc la 3e, on m'a dit que j'aurais accès à une matu théâtre, donc à une pré-pro. Seulement, quand j'ai terminé, ils m'ont dit non, il n'y a plus. En fait, on n'a pas encore fait le partenariat avec le Conservatoire de Genève et du coup, démerdez-vous. Dans le sens où il devait y avoir cette possibilité à Genève qui est tombée à l'eau. C'est ça. En fait, on m'avait promis une matu et il n'y en avait pas de mise en place. Donc, c'était soit j'attendais une année le temps que ça se finisse les négociations avec le Conservatoire pour cette pré-pro, ou je partais en Valais, à Martigny, pour faire la pré-pro théâtre qui existait déjà là-bas. Et donc, on s'est battu pour que je puisse aller à Martigny parce qu'il n'y avait pas encore de jeunes voix qui avaient été là-bas. Et j'ai eu la chance d'être prise. J'ai eu une petite audition, mais vraiment quelque chose de dérisoire, comme un rendez-vous avec la directrice. Pendant une année, en fait, ça dure une année, cette matu, mais j'ai eu des soucis de santé qui font que je l'ai faite en 2 ans. Donc, j'ai fait 6 mois, je me suis arrêtée pour ces soucis de santé. Parce que oui, lorsqu'on voit son avenir, on imagine souvent le meilleur et pas toujours le pire. Grand Corps Malade avait d'ailleurs dû arrêter le sport à cause d'une blessure. La chanteuse Laurie était patineuse artistique. Bref, les accidents de parcours, ça n'est pas rare. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? J'ai eu des soucis de dos depuis enfant. C'est des choses qu'on a repérées très vite, mais j'ai fait beaucoup de contrôles et on m'a toujours dit « Oh, il y a plein de sportifs qui vivent avec ça. Ça va pas vous poser problème plus que ça. Vous allez avoir des douleurs, mais c'est pas problématique. » Et puis, quand je suis arrivée dans cette école, qui était du coup dans un cadre un peu plus
pro. On avait de la danse contemporaine 4 heures par semaine. C'était assez physique. On avait des ateliers aussi de théâtre plus acrobatie, choses comme ça. Et en fait, très vite, mon dos a dit non, ça n'est pas possible. Et j'ai commencé à avoir des douleurs beaucoup plus fortes. Et les traitements que j'avais en cours, c'est-à-dire j'avais une grosse médication, c'est ça qu'on dit ? Ouais, je prenais beaucoup de médicaments. Et puis, en parallèle, j'étais suivie par un chiro. Mais ça changeait rien. Et donc, on s'est dit, ces douleurs, elles sont là. On sait qu'on ne peut pas vraiment faire grand-chose. On avait parlé d'opération, mais c'était tombé à l'eau. Donc, on s'est dirigé vers de l'hypnose pour essayer de soulager ces douleurs, que je puisse terminer mon école. Voilà, c'était une forme alternative qu'on tentait. Et en fait, coup de chance, cet hypnothérapeute qu'on a été voir était avant tout spécialiste du dos. Ça, c'était vraiment un pur hasard. On lui a parlé des problèmes avant même qu'on fasse de l'hypnose. Il a dit, mais moi, je veux bien faire de l'hypnose, mais en vérité, ça m'inquiète. Et puis, je pense qu'Elsa devrait aller voir, faire des radios, refaire des contrôles. Surtout que c'est un peu contre-productif de calmer une douleur qui signale un problème. C'est ça. Mais en même temps, on nous avait toujours dit, ce problème, il n'est pas si grave et puis les douleurs sont normales. Seulement, là, je commençais à avoir des paralysies partielles de la jambe gauche. Et c'est ça, en fait, qui nous a beaucoup inquiétés. Et c'est ça qui a fait tilter le docteur. Chose que je n'avais pas eue, en fait, à l'époque où on avait fait tous les contrôles. Et du coup, on a fait toute une série de radios. Et on a découvert que j'avais un déplacement d'une vertèbre en plus de... J'avais un déplacement d'une vertèbre en plus de 2 scolioses. Et cette vertèbre, elle glissait et elle allait toucher le nerf de ma jambe gauche. Donc, nerf sciatique, je crois. Et du coup, c'est ce qui amenait à des paralysies qui allaient probablement s'amplifier en fait avec les années jusqu'à potentiellement paralyser complètement ma jambe gauche, si ce n'est la droite, parce que ça commençait à faire mal aussi sur la droite. Donc, arrêt complet des cours et puis rendez-vous chez de multiples chirurgiens pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire, parce qu'une opération était quand même envisageable. Malheureusement, c'était une opération un peu dangereuse, dans le sens où on touche à la colonne et tout ça. Donc, on a eu plusieurs rendez-vous de chirurgiens qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas envie de faire ça. Et donc, on a dû aller en privé. Voilà. Mais donc, 6 mois d'arrêt de l'école pour cette opération, la rééducation derrière. Et puis, j'ai pu reprendre l'année d'après à Martigny. En même temps, au XXIe siècle, qui pense encore à comment son corps va supporter son futur travail ? Lorsqu'on choisit sa voie, le critère physique est assez discret par rapport au reste. Le cas d'Elsa est un petit peu extrême, mais je me rends compte que n'importe quelle profession a ses contraintes corporelles, souvent sous-estimées d'ailleurs. Ça, c'est vraiment dans les cours de danse, entre autres, que ça a pêché hyper vite. Et puis dès qu'il s'agissait de bouger, et le théâtre c'est quand même physique, même si on est les artistes peut-être les plus chill au niveau physique, c'est quand même, ça bouge. Donc il y avait quelque chose où ça posait problème. Et forcément, pour en revenir à ta question d'avant, pendant les 6 mois, j'ai remis pas mal de choses en question sur ma vie. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ces questionnements ? Bon, c'est des questionnements qui étaient très flous. Les choses se sont un peu clarifiées sur les années qui ont suivi. Mais il y avait des questionnements autour de ma place sur scène, avec mes soucis. Est-ce que j'arriverais en fait à faire une école professionnelle ? Est-ce que j'en avais envie ? Je crois que je ne m'étais pas posé la question depuis très longtemps. C'était tellement une voix, tellement décidée dans ta tête que tu ne pensais plus à « est-ce que j'ai envie de faire ça ?» C'est ça. Et puis, entre-temps, j'ai découvert la mise en scène, qui est vraiment beaucoup plus mon truc que le jeu. Et donc, il y a aussi ces questionnements-là qui sont de me dire « mais en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de faire une école de jeu ? Ça fait quand même plus de 10 ans que je fais du théâtre. Est-ce qu'en fait, j'ai pas accumulé assez de connaissances, puis que maintenant, en passant par la mise en scène, je peux continuer d'apprendre, mais par une autre voie ? Est-ce que voilà, j'ai envie de faire 3 ans intensives dans un milieu qui est quand même assez compliqué au niveau de la concurrence ? Avant les études, j'ai eu un bref passage dans le monde du cirque. Ouais, je sais, ça fait assez anecdote de soirée, mais c'est la vérité. Quelque chose qui m'a convaincue d'arrêter, c'est la sensation que j'allais petit à petit détruire mon corps pour le salaire minimum. Choisir une voie pour le salaire, c'est probablement pas quelque chose de satisfaisant, mais disons que c'est aussi un critère de choix. Oui, il y a eu de ça. Il y a eu clairement des questionnements autour de l'argent, de ma santé physique, mais aussi justement psychologique. Cette concurrence, c'est un milieu qui est très dur pour les femmes aussi.
On sait qu'il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de maltraitance pour tous, mais... Est-ce que tu penses aussi que la concurrence, en fait, comme c'est rude, les gens acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter en se disant, par exemple, mon metteur en scène me demande quelque chose que moi, je ne veux pas faire, mais si je le refuse, il pourrait tout simplement demander à la voisine à côté de prendre ma place. Je pense que oui, il y a de ça. Après, c'est peut-être pas aussi catégorique que la voisine d'à côté, mais c'est ne serait-ce que négocier, en fait, tout à coup. Moi, je me questionne beaucoup, de manière générale, sur la nudité sur scène. Mm-hmm. Je sais pas trop à quel point je trouve ça pertinent. Je pense qu'il y a plein de fois où ça l'est, plein de fois où c'est un peu plus facile et gratuit, et puis ça ramène des gens, d'avoir une comédienne nue. Donc on le fait, parce que c'est provocateur et contemporain. C'est très catégorique ce que je dis, mais c'est pas toujours le cas, mais j'ai eu pas mal ce ressenti-là. Et puis... Un peu dans Game of Thrones, où les actrices se sont exprimées sur le fait qu'elles n'avaient pas eu envie d'être nues tout le temps. Voilà, alors je pense qu'on n'est pas dans le milieu hollywoodien, mais il y a quelque chose qui peut arriver de cet ordre-là, mais ne serait-ce aussi que de... Enfin, voilà, moi je sais que je fonctionne, j'ai besoin d'être encouragée sur scène, j'ai besoin de plusieurs choses dans cet ordre-là, et puis je sais que dans le milieu professionnel, je peux pas toujours l'obtenir, et ça c'est normal, ça fait partie des choses, mais il y a quand même quelque chose du... Déjà, je rentre peut-être pas toujours dans les codes de beauté. Pardon. Je rentre peut-être pas toujours dans les codes de beauté qu'on cherche, donc je savais que par moments ça pouvait être critiqué, et ça l'a été en fait dans mon parcours aussi. On m'a dit que j'étais trop grosse. Dans le sens où il y a une pression du physique aussi. Oui. Il n'y a pas que le talent qui joue. Ah oui, tout à fait. Et donc voilà, il y avait beaucoup d'enjeux de cet ordre-là aussi qui se sont posés. Est-ce que j'avais envie de m'imposer ça ? Sans doute que je serais tombée sur des metteurs en scène merveilleux et d'autres moins merveilleux. Ça fait partie du boulot, c'est normal, c'est la vie. Mais c'est clair que là, j'ai beaucoup d'amis qui sont actuellement en études de théâtre et qui sont dans des questionnements autour de leur place en tant que femme dans ce milieu. Qu'est-ce qu'elles acceptent ? Qu'est-ce qu'elles n'acceptent pas ? Où sont les limites ? Et ça en revient à ta question de tout à l'heure de... Est-ce qu'il ne va pas prendre la voisine d'à côté parce que tu refuses de faire les choses ? Oui, et puis je me questionnais aussi au niveau du poids. Est-ce que des personnes vont faire des régimes ou s'imposer des choses physiquement pour avoir un rôle ? Je pense. Oui. On le sait, par exemple, qu'à Hollywood, il y a des comédiens qui prennent et qui perdent du poids pour des rôles, et que c'est dangereux d'ailleurs pour leur santé. J'ai pas eu l'impression d'avoir entendu ou vu des choses similaires dans mon parcours, mais c'est quand même quelque chose qui est présent. Enfin, moi, je me suis sentie trop grosse, et pourtant, je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Bon, j'y travaille, comme tout le monde, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le théâtre, et je pense qu'il y a des gens qui en souffrent et qui font des choix de vie en fonction de ça. Et du coup, alors pour revenir à cette période où du coup le métier d'actrice ne te convenait plus forcément pour ses raisons de santé, mais aussi pour ses raisons de place sur scène, tu t'es dirigée plutôt vers la mise en scène. Oui. Alors, fin de l'ECG, on doit faire un travail de diplôme. Et donc, je me suis lancée dans la mise en scène parce que c'est quelque chose qui m'attirait, mais je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai eu énormément de plaisir. Et en fait, ce plaisir, il est venu aussi parce que je pense que j'ai un bon instinct pour la mise en scène. Et c'était facile. Il y avait quelque chose de... C'était une suite. C'est pas que c'était facile, mais c'était que c'était logique, plus que facile. Et comme tu avais cette expérience d'actrice, qui n'avait pas toujours été mise à l'aise par des metteurs en scène, tu pouvais aussi... Oui, alors c'est vrai que la part qui m'intéresse le plus, au-delà de mener un projet, de réfléchir à une vision artistique autour de ça, c'est l'humain qu'il y a derrière la mise en scène. C'est comment on communique avec les comédiens, comment on est à l'écoute de qui ils sont, de ce qu'ils veulent être, ce qu'ils proposent sur scène, et ce que moi, en tant que metteur en scène, j'ai comme attente, et d'essayer de trouver ce moment dans nos chemins réciproques, nos visions réciproques, où ça se rejoint pour faire une création commune. Il y a aussi l'aspect, quelque part, on mène des troupes aussi, on a un certain nombre de comédiens, et puis il y a au-delà de cette rencontre individuelle entre moi et le ou la comédienne, il y a la troupe, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde trouve sa place et au mieux possible.
Dans le théâtre, on aborde aussi des fois des sujets qui sont lourds. Comment on peut les aborder d'une manière saine. Ouais, je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup dans la mise en scène. Et ça a duré combien de temps, cette période de metteuse en scène ? C'est toujours le cas. Jamais arrêté. J'ai commencé à l'ECG, je pense que je devais avoir 18 ans. Et du coup, ça fait 7 ans. Parce que tu as fait Martigny pendant 2 ans ? Oui. Et après, il s'est passé quoi ? J'ai terminé Martigny et puis j'ai travaillé en tant qu'assistante à la mise en scène. J'ai assisté plusieurs metteurs en scène, j'ai créé ma compagnie, j'ai fait des mises en scène moi-même parce que en fait, j'ai appris sur le tas, sur le terrain, en expérimentant toute seule et puis en suivant des metteurs en scène ou des metteuses en scène que j'ai appréciés ou avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et j'ai eu aussi quelques contrats de comédienne. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. De fil en aiguille, j'avais vécu d'autres expériences. Donc il y a des choses que je laissais moins passer parce que moi, ça me paraissait aberrant. Donc voilà, ça t'apprend à t'affirmer un peu. Et voilà, et maintenant j'ai repris les études. Donc, et maintenant ça arrivé plus tard où tu as décidé de te reconvertir, enfin pas reconvertir, mais rajouter plein d'expériences, de souvenirs, des choses très intéressantes qui me font personnellement un peu rêver. Par contre, je vois pas encore le lien avec le travail social. Comment est-ce que ça s'est rajouté ? Depuis toujours, j'ai un intérêt pour le social. J'ai fait pas mal de camps de vacances. En fait, très vite, dès que j'ai eu l'opportunité d'être monitrice, je suis devenue. J'ai continué longtemps avec des enfants, avec des ados. J'ai fait un peu de bénévolat où je me suis intéressée à des assos. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même d'assez présent pour moi dans tout ça. Et de nouveau, mes parents sont adorables, mais ils m'encouragent beaucoup à faire des études. Et donc, quand je me suis lancée dans ces 5 ans un peu de mise en scène comme ça, ils m'ont dit « Bon, c'est cool, tu te formes, tu vis des expériences, c'est super, tu as du travail, mais ce serait bien un moment de faire un papier, d'essayer de te diriger vers des études. » Et donc, la question de quelles études s'est posée, parce que pour moi, c'était clair que j'allais pas me diriger vers du jeu, donc du théâtre, comédienne. Donc, je me suis dit que le social était assez pertinent. C'est quelque chose où on m'a beaucoup encouragée. Voilà, depuis petite, on me dit « Ah, mais je te vois bien là-dedans. » Est-ce que tu es assez empathique déjà comme personne Je pense que oui. Et puis que j'ai cet intérêt aussi pour les camps, pour l'animation, pour les associations, enfin, les événements. Moi, j'ai grandi dans un village. J'aimais bien être là quand il y avait des événements de village, des choses comme ça. Enfin, juste la vie de quartier, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, quand la question des études s'est posée, je me suis dit, allez, travail social, ça peut être sympa, j'essaye. Et puis aussi, il faut dire que pendant toute cette période, ces 5 dernières années, puis depuis mon dos, qui a quand même, je pense, pas mal impacté, parce qu'en fait, quand j'ai eu mon dos et que je suis revenue à l'école de théâtre, il y a quelque chose qui avait changé. Et je savais pas mettre des mots dessus, mais voilà, c'est là qu'il y a eu moins envie de jouer, ma place sur scène, je la sentais moins. J'avais envie d'aller plus vers la mise en scène. Puis après, ces 5 ans où tout à coup, j'ai découvert un peu plus la vie professionnelle. J'ai eu le temps de réfléchir à quelles sont mes passions, qu'est-ce qui est important pour moi, de lire des choses, de me renseigner. Et puis là, sont assez vite arrivées des questions d'écologie, d'avenir du monde. Et je suis un peu sortie de ce truc très... Je vais devenir comédienne et c'est la ligne droite. Tout à coup, le fait d'avoir ce truc de dos m'a ouvert un certain panel... d'envie et d'inquiétude aussi, de rencontres. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui pratique la permaculture, donc ça m'a ouvert aussi les yeux sur cette pratique-là, sur cette pensée. Et du coup, de fil en aiguille, tous ces questionnements m'ont fait remettre en question la place de l'art dans ce monde et dans l'avenir. Et tout à coup, le social a pris sens parce que j'ai commencé à avoir des idées de projets de vie, en fait. J'ai grandi, en fait. J'ai commencé à m'imaginer des projets de vie. Et le social paraissait pertinent. Dans le sens où c'était plus juste un rêve un peu lointain de je veux devenir comédienne, mais plutôt, ok, qu'est-ce qui va me faire du bien et qu'est-ce qui va me rendre heureuse maintenant ? Du coup, tu parlais aussi beaucoup d'éco-anxiété. Et qu'est-ce qui est pertinent, en fait, dans le monde qui s'annonce et dans le monde qui est. Chose que j'avais pas réalisée, en fait. C'est comme, tu as un objectif, tu suis cet objectif-là. Et tout à coup, on te met un truc sur ton chemin qui fait que tu regardes les autres chemins qui existent.
Et tout à coup, dans ces autres chemins, j'ai découvert mon ami l'éco-anxiété. Et puis voilà, donc le féminisme aussi qui arrivait beaucoup là-dedans. Et comment tu lis maintenant l'éco-anxiété et puis le travail social ? Disons que quand j'ai commencé à avoir ces questionnements sur l'écologie et sur l'avenir, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je pars de cette société qui me pose problème pour plein de raisons et je chope du terrain quelque part et je disparais et je suis tranquille et je vis en communauté avec des gens qui ont une pensée similaire à la mienne, ou est-ce que j'essaye de faire quelque chose qui me paraît pertinent et important dans ce monde-là. Et j'ai l'impression que le travail social, déjà c'est quelque chose qui m'est accessible aussi. J'aurais bien fait un papier en environnement ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste être réaliste. Il fallait quand même faire des études. Et du coup, ces études-là avaient déjà du sens pour moi parce que c'est quelque chose qui m'appelle et qui me plaît. Mais en plus, tout à coup, ça faisait du sens par rapport à mes questionnements sur la communauté, sur l'entraide, sur un monde un peu alternatif vers lequel je pense qu'il faut qu'on aille pour beaucoup de raisons. Et donc, le travail social me permet d'obtenir les clés pour comprendre peut-être plus le monde dans lequel on vit et puis pour essayer de cristalliser tout ça dans quelque chose qui ait du sens. C'est très flou ce que je te dis. Oui, mais c'est très bien, mais c'est beau. Et puis, on en parlait aussi en off, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on annonce un mouvement des populations. Et les premières personnes à devoir gérer ce genre de questions, ce seront les travailleurs sociaux, ce ne seront pas les politiciens, ce ne seront pas les personnes en diplomatie, mais ce seront les gens sur le terrain. Probablement que les politiciens auront sans doute quelque chose à dire. De toute façon, ils ont souvent quelque chose à dire. Mais, mais oui, les travailleurs sociaux, qui c'est qui s'occupe des migrants en tout cas sur le terrain, de nouveau. Les politiciens ont des choses à faire là-dedans, c'est clair. Mais oui, les travailleurs sociaux, ils seront à l'accueil de ces questions-là. Qui c'est qui met des choses en place quand il y a des famines? Il y a l'État qui fait des choses, ça c'est clair, on ne peut pas... Mais à nouveau, ça c'est ma vision des choses, je ne sais pas où on en est avec cet État. Et les travailleurs sociaux auront quelque chose à faire et que leur métier va être probablement influencé par ces questions-là, fortement dans les prochaines années. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire du travail social ? Parce que moi, personnellement, je suis à 2 doigts de me réinscrire en études lorsque je l'écoute. Surtout qu'à premier abord, on ne pense pas à la solidarité humaine face au réchauffement climatique. Mais si le théâtre n'est pas fini, est-ce que c'est difficile de gérer ces 2 passions ? Mais si le théâtre n'est pas fini et qu'il a les études, est-ce que c'est difficile de gérer ces 2 passions en même temps ? Oui, les études, c'est de l'investissement. En plus, je suis très peu scolaire, donc ça me demande quand même de prendre du temps. Et en parallèle, j'ai eu un contrat de comédienne, donc si j'ai des projets qui s'annoncent, je fais. Mais sinon, j'enseigne le théâtre à côté à des enfants, à des ados, puis j'ai un groupe d'adultes aussi. À 25 ans, on ne peut pas vraiment parler de méga reconversion professionnelle, parce que c'était encore jeune, mais c'est quand même une petite étape. Du coup, je changeais de voie, et puis tu disais de retourner dans les classes avec peut-être des personnes plus jeunes. Comment ça s'est passé C'est compliqué. J'ai rencontré, déjà, il y a plein de gens merveilleux. J'ai rencontré vraiment des personnes chouettes avec qui j'ai des atomes crochus, donc ça, c'est super. Disons que dans cette école, il y a des gens qui viennent avec 10 ans d'expérience derrière ou qui sont justement en reconversion, qui ont 30, 40 ans, ou même d'autres qui sont plus jeunes comme moi, parce que je ne suis pas vieille, mais qui ont peut-être déjà eu un parcours professionnel social ou autre. Donc, ils arrivent dans cette école avec vraiment une envie d'être là pour ce métier. Et d'autres qui viennent parce que c'est la suite logique de l'ECG dont je te parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose de... Qui font un peu comme toi avec le comédienne, mais avec le travail social. C'est ça. Et j'attends de voir l'évolution de ces personnes-là sur les prochaines années, de voir, en fait, si c'est vraiment leur voie. Peut-être que moi aussi, je vais changer. Ça se trouve, dans 2 ans, on se reparle et je te dis, quelle horreur, jamais je fais du travail social. Je pense pas, en vrai. Ça passe bien pour le moment. Oui, puis de toute façon, l'idée, c'est d'allier social et théâtre, donc je lâche pas le théâtre. Mais du coup, ça a été avec les gens, c'était juste surprenant. Je m'attendais à être qu'avec des adultes, mais de ce que j'ai pu comprendre,
ça évolue, ça bouge. C'est une école qui nous fait bouger. En plus, on est beaucoup sur le terrain. On a pas mal de formations dans des institutions. Donc forcément, on va évoluer et grandir. Bah alors, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être une petite pensée ou un petit conseil pour des personnes qui sont un peu paumées dans leur vie et par exemple qui font dans un domaine et ne savent pas si ça leur plaît? Expérimenter, y aller. Moi, je pense que quand on n'est pas sûr, faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, c'est pas grave de se tromper de chemin. Je pense que je me suis beaucoup flagellée d'avoir été aux arts appliqués. Et en fait, tout à coup, dans ma profession en tant que metteur en scène, ce que j'ai appris en graphisme aux arts appliqués me sert énormément. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on traverse est pertinent d'une manière ou d'une autre. Donc, essayez les choses. Et puis, c'est pas grave de se tromper. On peut changer.